1955. Salon de l'automobile de Paris. Citroën retire le voile d'une voiture qui semble venue d'une autre époque. Avant même la fin du salon, 80 000 personnes ont passé commande, en une seule journée. 20 ans plus tard, cette même entreprise est à quelques semaines de disparaître complètement, en train d'épuiser ses dernières réserves de trésorerie sans repreneur en vue et sans plan de secours. Comment la marque la plus innovante d'Europe a-t-elle failli se détruire elle-même ? Les années de génie. Remontons à 1934, car c'est là que la personnalité de Citroën se forge. La marque lance la traction avant, première voiture à traction avant produite en grande série dans le monde. Tous les concurrents poussent encore par l'arrière. Citroën supprime l'arbre de transmission, redessine entièrement le plancher, abaisse le centre de gravité et place la puissance là où elle peut réellement tirer la voiture dans les virages. Ce n'est pas une amélioration de ce qui existe déjà, c'est la décision radicale d'ignorer ce qui existe et de poser une toute autre question. Ce n'est pas du génie gratuit, c'est une entreprise qui a le courage de miser toute sa chaîne de production sur une idée que le reste de l'industrie n'a pas encore acceptée. Puis arrive 1955 et la DS. Roland Barthes écrit sur elle la même année. Il la compare à la plus proche chose d'une cathédrale gothique que le design automobile ait jamais produite. Un objet si abouti, si parfait, qu'il semble moins conçu qu'exhumé. Barthes n'était pas journaliste automobile, mais critique culturel. Le fait qu'une voiture lui inspire une telle comparaison en dit long sur l'ampleur de ce que Citroën avait accompli. 80 000 commandes en une journée ne sont pas un résultat commercial, c'est un verdict. Le marché a confirmé ce que les ingénieurs croyaient déjà. Aller plus loin que tout le monde était exactement la bonne direction. Et la suspension hydropneumatique est l'endroit où cette conviction devient une obsession. La plupart des constructeurs traitent la suspension comme un compromis de confort. Citroën refuse les compromis. Le système hydropneumatique utilise des fluides sous pression et des sphères de gaz pour lire la route en temps réel, ajuste la hauteur, s'auto-nivelle en charge et se corrige sur les surfaces irrégulières. Il a fallu 10 ans de développement interne avant qu'il n'arrive en production. 10 ans. Ce n'est pas une option ajoutée à une brochure, c'est une entreprise qui a décidé que le confort était un problème d'ingénierie ayant une solution correcte et qui a refusé de commercialiser avant de l'avoir trouvé. Derrière tout cela se trouve Pierre Berco, PDG de Citroën pendant les années 1960. Issu du monde de l'ingénierie, il dirige l'entreprise comme un ingénieur, en se demandant toujours ce qui n'avait pas encore été fait. Dire non à une idée intéressante chez Citroën ne signifiait pas être prudent. Cela signifiait manquer d'imagination. Au début des années 1970, la CX est en développement. Et la CX révèle ce que la DS seule ne pouvait pas montrer. Citroën ne possède pas seulement la capacité de penser grand, elle est structurellement incapable de s'arrêter. La DS a prouvé qu'il pouvait le faire une fois. La CX prouve que la machine continuait de tourner, même quand s'arrêter aurait peut-être été le choix le plus intelligent. Nouvelle carrosserie aérodynamique, hydropneumatique améliorée, une voiture visant directement BMW et Mercedes. Non pas parce que le marché l'exigeait, mais parce que les ingénieurs n'avaient pas terminé. Le problème d'une entreprise dirigée ainsi, il n'y a pas de comité financier imposant une enveloppe budgétaire. Il n'y a pas de plafond à ne pas dépasser. Les ingénieurs ont pleine autorité. Les résultats sont extraordinaires et pendant longtemps, le monde les récompense pour cela. Mais chaque projet a un prix et les factures d'une décennie d'ingénierie page blanche ne disparaissent pas simplement parce que les voitures sont brillantes. Le piège que personne n'a vu venir. En 1968, Citroën achète Maserati. À l'époque, vue de l'intérieur, cette décision semble parfaitement logique. La DS se vend bien partout en Europe. Suspension hydropneumatique donne à la marque une réputation inégalée. La culture Berco tourne encore à plein régime. Les ingénieurs veulent accéder à des vrais programmes de V6 et V8 pour développer une grande routière digne de ce nom. Citroën regarde donc Maserati, légendaire constructeur italien disposant exactement de la technologie moteur nécessaire, et signe le chèque. Le budget de développement double du jour au lendemain. Dans cette culture d'ingénierie, cela paraît totalement cohérent. 2 ans plus tard, arrive la SM, V6, 2,7 litres d'origine Maserati à l'avant, suspension hydropneumatique
et une direction si réactive qu'elle anticipe la route avant même que vous ayez consciemment décidé de changer de cap. Sur le papier, c'est la grande routière la plus aboutie jamais produite en France. En pratique, c'est une voiture qui nécessite que l'usine Maserati continue de tourner, que les équipes de développement françaises continuent d'intégrer et qu'il existe une clientèle prête à payer très cher pour une voiture réellement complexe à posséder. 3 hypothèses qui doivent toutes se réaliser en même temps. Puis vient la GS Birotor en 1973. Le moteur rotatif Wankel promet aux ingénieurs depuis 20 ans une mécanique plus simple, plus douce et plus compacte. Citroën y croit suffisamment pour créer une entreprise dédiée, Comotor, en partenariat avec NSU, afin de développer et produire ce moteur à grande échelle. Ce qui ressemble à de la prudence financière, partage des coûts, devient un partage des risques en cas d'échec. Comotor n'était pas un projet annexe, c'était une infrastructure industrielle complète bâtie autour d'un seul pari sur l'avenir du moteur. En 1973, Citroën mène donc 3 programmes expérimentaux simultanés, la SM et le rachat de Maserati, la GS Birotor et l'usine Comotor, et la CX toujours en développement. Chacun, pris isolément, est une décision défendable dans l'univers de Berco. Le problème n'est pas un projet en particulier, c'est leur accumulation qui crée une structure de coûts exigeant que tout se passe bien. Pas la plupart des choses, tout. Les ventes de DS et GS sont correctes, mais correct ne suffit plus quand on finance en parallèle une usine de supercars italienne, une usine de moteurs rotatifs et une nouvelle berline haut de gamme. Citroën dépense à une échelle qui serait raisonnable pour un constructeur de la taille de General Motors, sans en avoir le volume. L'écart entre ce que l'entreprise gagne et ce qu'elle s'est engagée à dépenser s'élargit chaque trimestre. Et comme la culture ne possède aucun mécanisme pour dire stop, personne ne tire la sonnette d'alarme. C'est le piège, pas de la bêtise. Pas exactement de l'arrogance, simplement l'aboutissement logique d'une entreprise où les ingénieurs avaient pleine autorité et où la discipline financière n'avait jamais été intégrée au processus de décision. La tempête parfaite. Début 1974, Citroën n'a plus un problème de stratégie, elle a un problème de calendrier. Le temps restant se mesure désormais en mois. L'embargo pétrolier d'octobre 1973 ne fait pas que faire monter le prix de l'essence. Il change radicalement ce qu'une voiture représente du jour au lendemain. Les véhicules qui symbolisaient la réussite le lundi deviennent des symboles d'irresponsabilité le jeudi. Les ventes de voitures de luxe s'effondrent. La SM, la voiture censée justifier le rachat de Maserati, ne trouve plus d'acheteurs. Ceux qui pourraient se l'offrir préfèrent ne pas être vus à son volant. Les concessions se vident et Citroën se retrouve avec une usine italienne achetée précisément pour motoriser une voiture que plus personne ne veut. La GS Birotor subit un coup différent, mais tout aussi fatal. Les moteurs rotatifs consomment environ 2 fois plus de carburant qu'un moteur à piston équivalent. En 1972, c'est un inconvénient. En hiver 1973, avec le rationnement d'essence et les files d'attente aux pompes, c'est une condamnation à mort. La production s'arrête net. Ce qui suit reste particulièrement révélateur. Plutôt que d'abandonner les propriétaires de GS Birotor avec une voiture devenue invendable et insoutenable, Citroën rachète les exemplaires. Sur les 847 vendus, la plupart reviennent à l'usine et sont détruites, écrasées. Citroën ne se contente pas de couper les pertes, elle efface physiquement les traces du pari, en dépensant de l'argent qu'elle n'a plus pour nettoyer un programme sur lequel elle avait travaillé pendant des années. Pendant ce temps, Maserati se vide de son sang, l'usine de Modène a besoin de nouveaux investisseurs, la maison mère française n'a plus de liquidité à envoyer. On ne fait pas tourner un constructeur italien à la bienveillance. L'écart entre les besoins de Maserati et ce que Citroën peut fournir s'élargit chaque mois. Michelin, propriétaire de Citroën depuis 1934, regarde des comptes qui affichent des pertes de plusieurs centaines de millions de francs. Des pertes suffisamment graves pour menacer jusqu'à l'activité pneumatique elle-même. Quand même Michelin, l'une des familles industrielles les plus solides de France, atteint ses limites, on mesure l'ampleur du désastre. La nuit où Citroën est morte. Fin 1974, Michelin met l'entreprise en vente. Le sauveteur de 1934 a atteint les limites de la fidélité et des poches profondes. Le gouvernement français ne peut pas rester en dehors. Une faillite pure et simple à cette échelle n'est pas un événement d'entreprise, c'est une crise politique. Des dizaines de milliers d'emplois, des usines dans plusieurs régions,
le symbole de l'ingénierie française. Personne à Paris ne veut voir ça à la une des journaux. La solution arrive en 1975-1976. Peugeot. L'ironie est cinglante. Peugeot s'est construit sur tout ce que Citroën n'avait jamais développé. Prudence financière, efficacité de production, modèle vendu en volume, sans joint aventure italienne. Ce conservatisme, qui paraissait ennuyeux vu de l'extérieur, est précisément ce qui a permis à Peugeot d'être le seul acheteur capable d'absorber ce que Citroën était devenu. Le rachat se conclut en 1976. Peugeot acquiert les usines, le réseau, le double chevron, le nom. Mais ce qu'elle ne peut pas acquérir, c'est la culture. La question de Berco, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, ne figure pas dans l'acte de vente. La liberté de la page blanche, l'autorité des ingénieurs, l'instinct de toujours pousser plus loin, rien de tout cela ne survient à la transaction. La SM est arrêtée, Maserati est revendu, le programme Comotor est enterré. La suspension hydropneumatique survit, mais désormais dans la structure des coûts, le calendrier et la vision de quelqu'un d'autre. Conclusion. La marque la plus innovante d'Europe n'est pas morte par manque d'idées, elle est morte par manque de temps pour les payer. Chaque décision brillante a fini par former une structure qui nécessitait des conditions parfaites pour survivre. Quand les conditions ont changé, il n'y avait plus rien pour amortir le choc. 50 ans plus tard, tous les constructeurs font face à la même équation. Financer l'avenir et risquer le présent, ou protéger le présent et perdre lentement l'avenir. Citroën a simplement heurté ce mur plus tôt et plus violemment que les autres. Dites-moi en commentaire, Peugeot a-t-elle sauvé Citroën ou l'a-t-elle tué ? Abonnez-vous pour plus d'histoires du garage français.